Écoutez, bienvenue pour cette nouvelle session et la première session 2022, en effet, des rendez-vous de l'IFTH. Je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année et au nom de toute l'équipe de l'IFTH, je vous présente en effet nos meilleurs vœux pour cette année. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan 2021 et des perspectives sur 2022, comme c'est indiqué, à propos des évolutions normatives au niveau des EPI. Et pour vous présenter, je dirais, ces évolutions, j'ai demandé à Carole, hein, qui vous a présenté un petit PowerPoint, hein, qui va pouvoir vous présenter un petit peu tout ça. Donc, Carole, je te laisse la main. Très bien, merci Laurent. Donc, bonjour à tous. Donc pour cette présentation d'aujourd'hui, effectivement, j'ai un petit support PowerPoint que je vais dérouler. Et ce que je vous propose, c'est qu'à suite à cela, vous gardiez toutes vos questions et qu'on puisse derrière les aborder tranquillement. Alors, donc c'est bon là, Laurent, le slide, on le voit? Il a bougé? Bon. Merci, parce qu'on a eu des petits soucis la fois précédente. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un EPI? J'aime bien recadrer un petit peu le contexte. Un EPI, c'est un produit fini, c'est un équipement porté ou tenu par une personne pour la protéger contre un risque menaçant sa santé ou sa sécurité. Ça peut être un composant interchangeable, indispensable à la fonction de protection, c'est-à-dire que effectivement, donc un EPI, ça peut être un vêtement de protection, mais ça peut être également une plaque de protection genou. La plaque amovible est un EPI, puisque c'est un composant essentiel pour la protection du genou. Et puis, ce qu'il faut également avoir à l'esprit, c'est que les EPI, les équipements de protection individuelle, concernent bien sûr les usages professionnels, c'est le plus gros du marché, mais le marché se développe de plus en plus également pour tout ce qui est usage grand public. Et des fois, on a tendance à l'oublier. Juste pour mes mots, les EPI grand public, on en a tout autour de nous, dans notre quotidien, que ce soit pour pratiquer le sport, hein, quand on fait de la moto, quand on équipe nos enfants en apprentissage pour les rollers, si on fait du vélo ou de la moto, on a besoin de vêtements de signalisation. Les vêtements chasseurs qui ont besoin de se signaler entre eux sont également des EPI. Quand on cuisine, on utilise des gants, des maniques, ce sont des EPI également. Les tenues d'apiculteurs également, ce sont des EPI. Donc vous voyez, même si aujourd'hui on va faire un focus bien sûr sur tout ce qui est usage professionnel, sachez que la protection individuelle est un marché qui grandit également pour le grand public. Pour démarrer également, on rappelle bien faire la différence entre ce que c'est qu'une norme et un texte réglementaire, le règlement. Le règlement EPI, donc c'est le règlement 2016-425, c'est un règlement établi au niveau de la Commission européenne. Il est d'application obligatoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, on doit l'appliquer pour toute mise sur le marché d'un équipement de protection individuelle sur le territoire européen. Donc, ce règlement définit les modalités d'évaluation, certification des vêtements et des gants de protection, notamment. Donc, il définit tout le processus de certification, le marquage CE. Donc, ce règlement est obligatoire. À côté de ça, en annexe, vous avez autour des normes qui gravitent, qui sont, elles, d'application volontaire et qui viennent en appui du règlement. Ce sont des outils de référence pour les laboratoires qui vont vous réaliser des essais. Ce sont des outils d'évaluation de performance. Ces référentiels techniques vont aider également les industriels à concevoir leurs produits, à les mettre sur le marché, en harmonisant notamment la façon d'apposer des pictogrammes. Ça leur permet également à ces industriels d'anticiper les évolutions de la technique, puisqu'une norme est régulièrement révisée. Donc, on voit bien que le règlement, c'est un texte de loi et d'application obligatoire. Et à côté de ça, les normes, ça reste des outils qui sont là pour répondre au règlement, pour comment qualifier les performances et comment communiquer avec l'utilisateur final. Alors, comment trouver une norme si vous voulez faire un petit état des lieux sur ces normes EPI? Sachez que vous pouvez consulter la liste des normes européennes sur le site de la Commission européenne. Vous pouvez consulter la liste des normes internationales ISO sur le site de l'ISO.
Après, hein, il y a également un moyen plus facile qu'on utilise plus facilement, c'est le consulter et le site de l'AFNOR et acheter les normes, puisque pour se procurer les normes aujourd'hui, vos normes, il faut les acheter auprès de l'AFNOR. Et puis, ben, si vous voulez vraiment vous impliquer, participer à l'élaboration de ces normes, ben, sachez que en vous inscrivant auprès du BNITH, vous participez activement à l'élaboration, à l'écriture de ces référentiels normatifs. Dans le domaine des EPI, il y a également une particularité pour tout ce qui concerne en fait, la manière de répertorier les normes. Vous avez ce qu'on appelle les normes publiées au JOUE, ce sont donc les normes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Alors, pourquoi on publie ces normes au Journal officiel de l'Union européenne? C'est pour, en gros, renforcer leur rôle vis-à-vis du règlement EPI. On dit que dès lors qu'une norme européenne est harmonisée, elle est publiée au Journal officiel et du coup, lorsque l'industriel l'applique, du coup, il est, entre guillemets, il est protégé, rassuré, dans le sens où cette norme lui permet d'apporter présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et sécurité du règlement. Donc, tout l'intérêt d'appliquer une norme publiée au journal officiel, c'est que du coup, on sait qu'on applique une norme qui va couvrir tous les risques. Et puis, du coup, c'est une sécurité pour l'industriel lorsqu'il met son produit sur le marché. Donc, c'est très intéressant pour vous d'avoir de mettre à jour régulièrement votre liste de normes publiées au journal officiel. Alors, comment lire cette liste du journal officiel? Il y a une petite particularité. Donc, vous avez la troisième, là, à l'écran, on voit, il y a la première ligne avec les deux carrés bleus. Donc, vous voyez, il y a la référence de la norme qui est publiée. Et puis, sur le deuxième carré bleu, on voit la date de sa publication et la date à partir de laquelle elle apporte présomption de conformité. Donc ça, c'est une information très utile pour vous, industriels. Ce qui est très utile également dans cette publication du journal officiel, c'est qu'il y a des fois, on voit qu'il y a des normes qui sont révisées et donc elles sont malgré tout encore publiées. Ça permet de voir le chevauchement, en fait, la période de transition entre l'ancienne norme et la nouvelle norme. Donc là, j'ai mis un exemple à l'écran. C'est les carrés verts. On voit, par exemple, pour la norme 469, pour les vêtements sapeurs-pompiers, actuellement au journal officiel, l'ancienne version de 2005 est publiée et la nouvelle version de 2020 est également publiée. Simplement, on voit que pour faire justement le transfert, cette transition entre l'ancienne norme et la nouvelle norme, au journal officiel, on a prévu une période de chevauchement et il est indiqué dans l'avant-dernière colonne que l'ancienne norme cessera d'apporter, donc disparaîtra du journal officiel et cessera d'apporter présomption de conformité en septembre 2022. Donc, l'information très utile qu'on peut en tirer, c'est que si vous avez des anciens stocks, c'est pas parce qu'une nouvelle norme vient d'être publiée là au journal officiel qui catastrophe, il faut tout remettre à jour. Vous avez quand même un certain laps de temps. En général, c'est 18 mois. Et donc là, pour la 1469 de 2005, on a jusqu'à septembre 2022 pour se mettre à jour. Alors, petit rappel également sur en fait, le processus d'élaboration d'une norme EPI. Parce que effectivement, des fois, je reçois des questions sur quand est-ce qu'elle va être publiée, ça en est où. Alors, c'est vrai que l'élaboration d'une norme, ça prend quand même un petit peu de temps, ça prend quelques années. Mais parce que c'est nécessaire, hein, parce que c'est obtenu, c'est par consensus qu'on obtient, qu'on arrive à finaliser ce document. Donc, il y a d'une part le processus de normes internationales, une norme ISO, et d'autre part le processus de normes européennes, les normes EN. Je les ai mis en parallèle parce que c'est quand même assez similaire. Il y a quelques petites particularités, mais voilà. Donc, globalement, il faut avoir à l'esprit qu'une norme, vous en avez, en son processus d'élaboration, vous en avez pour 3 à 4 ans. Les grandes étapes, par exemple pour une norme ISO, les grandes étapes sont d'abord la première enquête, c'est l'enquête du committee draft, le CD. Donc c'est pour ça que des fois, pour ceux qui sont inscrits au BNITH, vous recevez des documents CD avec CD quelque chose avec le numéro de la norme. Donc ça, c'est une première enquête. Vous avez une deuxième enquête, l'enquête DIS. Et ensuite, vous avez le vote d'approbation finale qui est le FDIS. Et à partir de là,
Donc, la norme est finalisée et donc elle est adoptée au niveau d'ISO. Et donc après, vous pouvez l'acheter, vous la procurer auprès de l'AFNOR. Donc, c'est l'AFNOR en France qui va publier les normes EPI. Cette norme, éventuellement, est réexaminée au bout de 5 ans, ou alors elle peut être confirmée en fonction de l'évolution de l'état de la technique. Pour les normes européennes, c'est à peu près similaire, si ce n'est que, vous voyez, il y a la première enquête, l'enquête CD qui n'existe pas au niveau européen. Donc, on est au niveau de l'enquête SEN. Ensuite, vous avez le vote final. Et puis après, là, une fois que la norme est adoptée, on parle de ratification au niveau européen. Et puis, une fois que cette norme est ratifiée, vous pouvez vous la procurer également auprès de l'AFNOR. Et la petite particularité des normes européennes qui apportent présomption de conformité au règlement, c'est qu'il y a une petite étape également de publication au GOUE. J'ai mis des parenthèses parce qu'il y a des normes qui parfois ne sont pas publiées au GOUE. La majorité, dans 90% des cas, elles sont publiées. Mais donc voilà, à retenir, une norme EN, elle sera publiée au GOUE. Et puis comme pour la norme ISO, on se réinterroge tous les 5 ans à savoir si soit on la confirme, soit on la révise, ou soit on l'annule. Voilà, parce que bon, il y a eu une modification importante ou parce qu'il y a eu une autre norme qui a un chevauchement. Alors, donc maintenant, une fois que j'ai fait cette petite introduction pour vous restituer un peu le contexte, je vais aborder un peu plus en détail les évolutions qui se sont déroulées sur l'année 2021 et puis vous donner des perspectives sur l'année 2022. Alors, au niveau des vêtements de protection, une norme qu'on utilise au quotidien dans les vêtements de protection, c'est la norme EN ISO 13688. Elle a été amendée. Donc, l'amendement a été publié en septembre 2021. Cette norme, l'amendement, on va dire, c'est un petit toilettage, il n'y a pas de modification importante. Il y a quand même des modifications sur les indications de taille. Et à noter notamment l'arrivée de nouveaux pictogrammes pour indiquer notamment la date de fabrication ou la durée d'utilisation d'un EPI. Donc maintenant, on peut utiliser ces pictogrammes. Et puis l'arrivée également du nouveau pictogramme pour tout ce qui est protection contre les risques thermiques liés à l'arc électrique. Au niveau des exigences générales, vous avez également une norme pour les gants de protection. Donc, les gants de protection, les exigences générales pour les gants de protection sont couvertes par l'EN ISO 21420. Et sachez qu'il y a un projet d'amendement qui est attendu pour le début d'année 2022. Donc là, également, il n'y aura pas de gros changements. Simplement, la principale raison, c'est qu'on va ajouter les dates de millésime des normes qui sont citées dans le corps du texte, à savoir quand une norme fait appel à des méthodes d'essai, donc on cite cette méthode d'essai, sa référence normative, et donc là, on rajoute maintenant, dorénavant, on rajoute les dates, les millésimes de ces normes. Maintenant, si on rentre dans des protections un peu plus spécifiques, au niveau des vêtements de protection, vous avez donc effectivement, pour ceux qui savent déjà, il y a toujours le projet de normes de protection contre les vêtements de protection traités à la permétrine, favorisant la protection contre les piqûres de tiques. Donc, ce projet EN 17487 donc, est toujours en cours. Hein, cette norme est en cours d'élaboration. On a eu une deuxième enquête qui a été réalisée en 2021. Et donc, du coup, souvenez-vous, après l'enquête, donc là, il y en a eu 2, parce que des fois, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une première, on en refait une deuxième. Donc, après l'enquête, on a le vote final. Et bien, donc, le vote final, il est prévu pour 2022. Donc, on peut s'attendre à une norme disponible, publiée à l'AFNOR. Il peut être publié au journal officiel pour fin 2022. Voilà. Au niveau de tout ce qui est vêtements et gants de protection pour soudeurs, pour les vêtements, la norme applicable est l'EN ISO 11611. Donc, cette norme est en cours de révision depuis déjà pas mal de temps. Bon, là, il y a eu la crise sanitaire qui fait que certains développements ont pris du retard. Hein. Malheureusement, beaucoup de sujets normatifs sont concernés par ces retards. Donc là, le changement sera quand même conséquent,
puisqu'il y aurait une nouvelle méthode d'essai, de nouvelles exigences pour la protection contre les expositions au rayonnement UV artificiel qui provoquent des cancers de la peau. Donc là, nouvelle méthode, nouvelles exigences. Il faudra être très vigilant lors de la publication de cette norme. Néanmoins, vous voyez là, l'enquête CD a été réalisée fin 2021. Donc là, si on se souvient du déroulement d'élaboration d'une norme ISO, EN et ISO, on en est qu'au tout début. Donc voilà, elle ne sera pas publiée en 2022. Je pense que ce sera plutôt pour 2023. Concernant les gants de protection, vous avez l'EN 12477 avec son amendement 1 qui est en cours de révision. Donc là, la révision consistera à mettre à jour les méthodes d'essai, notamment les méthodes d'essai chaleur et flamme qui ont un petit peu évolué en termes justement de millésimes, de méthodes d'essai, et d'aligner avec la nouvelle norme 407-2020, notamment par rapport à l'expression des résultats, retenir la plus faible des valeurs, etc. Donc, on peut s'attendre, j'espère, à un vote final fin 2022. Pardon. Concernant les gants toujours, donc au niveau de la protection chaleur et flamme, mais là plus destinée soit à l'industrie, soit au grand public pour les gants justement, les maniques pour retirer les plats du four. Donc c'est une norme qui s'applique aussi bien aux usages professionnels que grand public. Donc cette norme, il y a un projet d'amendement. Donc, elle a été révisée récemment. Et néanmoins, il y a un projet d'amendement. L'amendement n'apportera pas de modifications techniques majeures. Ce sera essentiellement des mises à jour également de millésimes de méthodes d'essai. Alors là, j'ai un petit souci sur ma présentation. Je ne sais pas si vous voyez les diapos se défiler ou pas, Laurent? Non. Non. Non, et puis d'ailleurs, le PowerPoint a disparu. Mince. Alors. Je te le republie. Décidément. Tu le reprends la main? Ok. Pardon. Hop. Le slide 13, normalement, on peut voir 14. Voilà, merci. Donc, concernant les sapeurs-pompiers, où là, on a quelques modifications importantes à signaler. Donc, dans les vêtements de protection pour sapeurs-pompiers, la norme 469 a été révisée en 2020. Donc, on a le nouveau millésime de 2020 qui est disponible, qui est maintenant désormais utilisé par les confectionneurs. Mais sachez qu'un amendement est en cours de préparation. Donc, à peine publié que déjà, voilà, amendé. Donc là, il y aura quand même quelques petites modifications techniques à prévoir. Donc, à surveiller. Je dirais, on peut peut-être espérer l'amendement pour la fin d'année. Voilà. Au niveau des sapes, donc là, la 469 permet de caractériser des vêtements de protection contre les feux de structure. Il existe une autre norme et pour tout ce qui est vêtements de protection pour les feux de forêt. C'est l'EN ISO 15384, où là, un amendement a été publié en fin d'année 2021, donc en octobre 2021. Donc désormais, vous avez donc cette nouvelle norme amendée qui est disponible et utilisable pour évaluer, concevoir vos vêtements de protection feu de forêt. Donc là, il y a des modifications techniques. Donc vigilance par rapport à la version qui était sans amendement. Donc là, la nouvelle version, modification technique à prendre en considération. Et surtout, vous avez l'apparition d'un nouveau pictogramme. Donc un nouveau pictogramme arrive, ce qui permettra du coup de distinguer les vêtements de protection pour les feux de structure des vêtements de protection pour feux de forêt. Toujours dans le domaine du sapeur-pompier, également une norme utilisée pour caractériser les cagoules de protection, la norme EN 13911. Donc là, démarrage des travaux de révision.
Donc, on en est au démarrage, c'est-à-dire qu'en fait, les experts en normalisation ont acté qu'il fallait réviser ce référentiel. Donc là, on a encore beaucoup de temps devant nous, mais bon, néanmoins, si certains industriels souhaitent participer, souhaitent émettre des commentaires, eh ben, voilà, vous avez la possibilité de faire part de vos commentaires. C'est le moment. La norme concernant les gants de protection pour sapeurs-pompiers, le N659, donc est en cours de révision déjà depuis un certain temps. Là, cette révision aura de grosses conséquences quand même, puisque aujourd'hui, les gants, en fait, les gants de protection sapeurs-pompiers, en gros, c'était passe ou passe pas, conforme ou non conforme à cette norme. Avec la révision, ce sera plutôt quel type de gants, quel type d'usage est concerné. Donc, vous aurez au sein d'une même norme 3 types de gants. Les types de gants pour feu de structure, les gants pour feu de forêt et les gants utilisés par les sapeurs-pompiers pour les interventions, premiers secours, des incarcérations en cas d'accident ou autre, avec bien sûr des exigences différentes en fonction de l'analyse des risques. Donc là, il y a eu une enquête SEN et malheureusement, cette norme, il y a eu des approbations à l'enquête SEN en fin d'année 2021. Donc là, on est reparti, il y a eu beaucoup de commentaires qui vont être étudiés en février. Alors, je crois que la prochaine réunion est en février. Donc là, il va falloir qu'on prenne en considération tous les commentaires qui ont été faits pour certainement, je pense, proposer une deuxième enquête. On quitte les sapeurs-pompiers. Maintenant, je voulais faire une petite parenthèse sur les vêtements intelligents, les smart garments. Sachez que en avril 2021, vous avez un technical report, un rapport technique qui a été publié. Alors, c'est quoi ce CNTR 17620? Eh bien, c'est un guide, en fait, qui définit des lignes directrices pour aider à la sélection, l'utilisation, l'entretien et la maintenance des vêtements intelligents contre la chaleur et la flamme. Donc, dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle un SUCAM. Donc, si vous travaillez sur cette typologie de vêtements, sachez que ce guide peut être intéressant pour, alors, soit en tant que concepteur, pour aider un petit peu, pour comprendre comment on peut sélectionner un vêtement intelligent, ou soit pour vous aider un petit peu à définir notamment tout ce qui est notice d'utilisation des vêtements de protection. Il y a également dans cette typologie de vêtements un projet de norme, le N17673, dont le vote final est prévu pour 2022, si je ne me trompe pas. Cette norme concerne des vêtements de protection contre la chaleur et la flamme, exigences et méthodes d'essai, donc pour les vêtements avec éléments intelligents textiles et non textiles intégrés. Donc, le premier document que j'ai cité, c'est un guide. Là, on est bien sur une norme qui va définir des exigences et des méthodes d'essai. Et enfin, pour mes mots, je rappelle l'existence d'un autre document. C'est le CNTR 17512 de 2020 qui définit qui donne tout ce qui est termes, définitions liées aux vêtements intelligents. Donc là, le document n'est pas en révision, il n'a pas prévu d'évoluer, mais c'était quand même intéressant de vous le rappeler au sein de cette même diapo, les trois documents qui peuvent vous être utiles. Concernant la protection chimique, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va démarrer une nouvelle série. Oui, il y a une nouvelle série de normes qui arrive. Donc, c'est la série des normes EN ISO 16602 qui sera découpée en plusieurs parties. Partie 1, 2, 3, 4, 5. La 6, j'en parle pas parce que c'est plus un SUCAM, un guide. Donc, on la met de côté.
Donc, l'objectif, c'est à terme, une fois que toute l'élaboration de ces parties sera finalisée, c'est de remplacer les normes existantes, notamment les normes existantes en vêtements de protection chimique, qui sont l'EN 13034, le EN ISO 13982-1, la 14605 et les EN 943 partie 1, partie 2. Donc, en fait, ce serait de tout regrouper au sein d'une même norme, mais sous différentes parties, pour pouvoir un petit peu harmoniser toutes les méthodes d'essai, distinguer en fait les protections peut-être avec des pictogrammes différents, puisque aujourd'hui, pour ceux qui sont sur ce secteur, vous le savez, il y a toujours le même pictogramme protection chimique. Parfois, c'est un petit peu confusant quand la protection n'est pas la même, s'il s'agit d'une protection contre de simples éclaboussures ou contre des particules en suspension dans l'air ou autre. Donc, le fait de tout regrouper sous une même série de normes, mais avec des différentes parties, permettra d'harmoniser et peut-être de mieux distinguer les usages. Donc, la partie 1 définira ce qu'on appelle les exigences générales. La partie 2 définira les essais mécaniques pour les vêtements de protection chimique. La partie 3, les essais chimiques. La partie 4, les essais sur la conception, c'est-à-dire par exemple les essais sur les assemblages gants, bas de manche ou bas de jambes, bottes, ou sur les visières, les essais donc vis-à-vis des visières sur les scaphandres par exemple. Et la partie 5 regrouperait les essais sur le vêtement complet. Par exemple, en protection chimique, on a des essais sur le vêtement complet quand on fait les fameux tests cabine, pour vérifier soit la pénétration de liquide pulvérisé ou soit la pénétration de particules en suspension dans l'air. Donc voilà, toute une série de normes intéressantes à suivre qui auront un impact conséquent. Bon, c'est démarrage quand même, le démarrage des travaux. Donc, ce n'est pas pour cette année. On a encore un petit peu de temps. Si on reste un peu dans la protection, on va dire chimique, mais plus globalement protection contre les agents infectieux, les virus, les bactéries. Actuellement, il y a possibilité d'utiliser la norme EN 14126 pour qualifier les vêtements de protection contre les micro-organismes, les agents infectieux. Sachez que les experts en normalisation ont décidé de réviser ce référentiel, mais du coup, elle deviendra une EN ISO, donc européenne et internationale, et elle portera un nouveau numéro, du coup, la 22615. Donc, l'intérêt, c'est qu'au lieu de rester une norme purement EN, elle sera effectivement une norme également EN et ISO, donc une reconnaissance un peu plus large. Ça peut être intéressant pour les industriels qui font de l'exportation en dehors de l'Europe. Alors, par contre, j'ai rajouté ne pas confondre avec les dispositifs médicaux. Là, on est bien sur des EPI, des équipements de protection individuelle, c'est-à-dire qu'on va caractériser des vêtements qui protègent le porteur contre une contamination. Alors que les dispositifs médicaux, on est là pour les dispositifs médicaux sont couverts par une autre réglementation des dispositifs médicaux. Et du coup, les tenues dispositifs médicaux qu'on peut trouver sont là pour éviter en fait de transmettre aux patients éventuellement un virus ou autre lors d'une opération chirurgicale par exemple. Donc là, on n'est pas dans le cadre de la protection du médecin qui va opérer ou la protection du personnel qui va intervenir sur un blessé. Dans la protection chimique, là on va monter d'un cran, il y a la protection NRBC. Donc il y a un projet de norme ISO, l'ISO 24588, pour permettre de caractériser des tenues de protection contre les risques chimiques, bactériologiques, radiologiques et nucléaires. Donc là on voit à peu près le profil de tenue concerné par cette future norme. Donc là, en gros, il y aura 6 classes de protection en fonction du contaminant, si c'est des toxiques de guerre, des produits chimiques liquides, des agents biologiques, des virus, des particules radioactives en suspension dans l'air. Il y a eu un deuxième vote CD lancé en décembre, fin d'année 2021,
on a reçu là aujourd'hui les résultats. J'ai vu que il y a plusieurs pays qui avaient voté défavorable. La France notamment a voté défavorable. Il y a 4 pays qui ont voté défavorable. Les commentaires ont l'air très techniques. Donc je pense que ce référentiel mettra quand même un peu plus de temps que prévu dans son élaboration. Si on reste dans la protection chimique, au niveau des gants, on peut s'attendre d'ici quelques temps à l'apparition d'une nouvelle norme, la nouvelle norme EN ISO 374 partie 6, donc tiré 6, les gants de protection pour coiffeurs. Puisqu'effectivement, cette profession manipule des produits, des substances, des produits chimiques au quotidien, et donc les coiffeurs méritent d'être protégés. Donc cette norme est spécifique puisqu'ils ne vont pas forcément être en contact avec des produits chimiques qu'on rencontre dans l'industrie. Donc du coup, les experts en normalisation ont décidé de faire vraiment une partie spécifique pour ces gants-là, avec des essais, notamment un essai de perméation chimique, avec une liste très spécifique de 5 produits chimiques qui correspondent à des produits chimiques qu'on trouve bien sûr dans les produits utilisés par les coiffeurs. Donc actuellement, là on est dans la phase de finalisation de ce projet pour une enquête saine prévue en 2022. Donc là, les travaux portent sur l'essai de perméation, justement sur les fameux 5 produits chimiques qui ont été identifiés. C'est de vérifier justement si la méthode d'essai est pertinente compte tenu de la spécificité de ces gants, qui sont quand même des gants fins, très fins, jetables, qui doivent aussi être confortables pour le coiffeur, mais également pour la personne qui se fait coiffer, que ça ne lui tire pas les cheveux. En termes de révision, nous allons avoir en 2022 un démarrage de révision des normes EN ISO 374 partie 1, EN ISO 374 partie 5. Donc, ce sont les gants de protection contre les produits chimiques et les gants de protection contre les micro-organismes. Alors, la révision, en fait, elle a été initiée par le fait qu'il faut désormais, dorénavant, indiquer les millésimes des normes qui sont citées dans les normes, notamment les méthodes d'essai. Donc, il faut donc du coup mettre à jour ces 2 référentiels. Mais du coup, le démarrage de ces révisions pour apporter les millésimes peut être l'occasion aussi de réviser techniquement le contenu de ces normes. Donc, à voir quand on va ouvrir, en fait, on va démarrer la révision de ces normes. Il est possible qu'il y ait quand même quelques modifications techniques à suivre. On revient sur les vêtements de protection contre les climats frais ou la pluie, donc intempéries. La norme EN 14058 est utilisée aujourd'hui pour caractériser des vêtements de protection contre les climats frais, ne pas confondre avec le froid, où là on utilise la norme EN 342. Donc là, il y a un projet d'amendement qui est en cours de finalisation et qui donc devrait sortir en 2022. Pas d'affolement, c'est vraiment un toilettage purement rédactionnel. Ça ne remet pas en cause les méthodes d'essai et les exigences qui sont appliquées. Il y a juste quelques petites corrections rédactionnelles qui sont apportées. À souligner un projet de norme EN ISO 24232 pour caractériser donc les vêtements de protection contre la pluie. Alors, c'est un nouveau projet au niveau ISO, parce qu'au niveau de l'ISO, il n'y avait pas de norme. Nous, au niveau européen, on avait jusqu'à présent la norme, on a toujours la norme EN 343 pour caractériser les vêtements de protection contre la pluie. Donc, compte tenu que l'ISO veut également développer une norme internationale, à suivre, puisqu'il va y avoir à un moment donné un chevauchement entre ces 2 référentiels. Et je pense que du coup, à terme, ça remplacera la norme 343. Bon, c'est pas pour cette année, puisque là, on est au démarrage des travaux. Donc, on a encore largement le temps, donc pas de panique, on peut continuer à utiliser la 343. Mais donc, voilà, sachez que si vous souhaitez suivre la révision de la norme 343, il faudra peut-être plutôt maintenant s'intéresser à qu'est-ce qui se passe du côté de l'EN ISO 24232.
vêtements de protection des genoux. Donc la norme 14 404, qui avait déjà un amendement, donc un amendement 1, est en cours de révision déjà depuis un certain temps. Le vote final, normalement, est prévu pour 2022. Dans cette révision, cette norme sera découpée en plusieurs parties. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Il y a les parties 5 et 6, mais je les ai volontairement pas indiquées puisqu'elles ne concernent pas forcément des EPI. Elles concernent plutôt des équipements, des tapis, par exemple, qu'on va mettre au sol, sur lesquels on va venir s'agenouiller. Donc là, j'ai fait le focus vraiment sur les équipements de protection individuelle qui sont portés par l'utilisateur. Donc la partie 1 définira les méthodes d'essai. La partie 2 définira les protections de type 1. Ce sont les protections attachées sur les genoux par des sangles. La partie 3 définira les protections de type 2. Ce sont les pantalons de protection avec les plaques genoux amovibles. La partie 4 définira les protections de type 2 interopérables. Alors, la différence entre la partie 3 et la partie 4, c'est que la partie 3, on a des pantalons et des plaques genoux, voilà, qui sont testés, évalués séparément, mais ensuite, à un moment donné, qui sont évalués ensemble pour vérifier qu'ils sont compatibles. La partie 4, c'est en fait, du coup, c'est de définir des protections des plaques amovibles qui seront, en fait, on va dire, standardisées, normalisées pour s'insérer dans des poches genoux qui elles-mêmes seront normalisées, standardisées. Donc c'est pour s'affranchir un peu de la différence qu'il pourrait y avoir entre les patronages pantalons et les modèles de plaques genoux. Donc on ne veut pas forcément standardiser toutes les plaques genoux et tous les modèles de pantalons protection genoux, ce n'est pas l'objectif. Les industriels pourront continuer à utiliser par exemple le référentiel à la partie 3. C'est aussi une façon de simplifier. Quand des fois, on ne sait pas bien choisir le pantalon et la plaque qui va avec, voilà, il y a la possibilité d'utiliser la partie 4. Donc on est bientôt à la fin. Au niveau de la signalisation, je voulais indiquer qu'il y aura le retrait au journal officiel en septembre 2022, donc pour cette année, des normes EN 13356 qui permet de caractériser les accessoires de signalisation et de la norme EN 1150 pour les vêtements de signalisation modérée. Puisque ces normes sont remplacées par la norme EN 17353. Donc là, ce n'est pas l'apparition, la révision de normes, néanmoins, c'est la disparition de normes. C'est important quand même de le signaler, puisqu'il y a quand même des produits, des accessoires qui sont mis sur le marché conformément à ces normes. Donc, ces normes vont disparaître cette année. Donc, vigilance, si vous avez des produits en stock encore étiquetés avec ces normes-là, soyez vigilants, il est peut-être temps de réévaluer vos produits. Enfin, sachez qu'il y a un projet de norme ISO, la 23762, concernant les habillements de signalisation pour des situations à risque modéré et faible. En fait, cette norme arrive un peu sur le même domaine d'utilisation que notre norme européenne EN 17353. Donc, il peut se produire un chevauchement entre guillemets entre la norme ISO 23762 et la norme existante EN 17353. Donc, il arrivera à un moment donné, il y aura un choix à faire sur est-ce qu'on maintient les deux normes ou pas, ou est-ce qu'il y en a une qui disparaît, sachant que la 17353 permet de caractériser des accessoires de signalisation, ce qui n'est pas prévu dans la 23762. Donc, ça pourrait justifier la coexistence des deux normes. À voir, à surveiller. Donc, pour terminer, dans la signalisation, sachez qu'il y a un nouveau projet de norme européenne. Alors, c'est nouveau pour les Européens, mais pour nous, au niveau français, ce n'est pas si nouveau que ça, puisque c'est la reprise de la norme française NF 74567, en norme européenne. Cette norme permet de caractériser les tenues de signalisation, de visualisation pour les chasseurs, pour pouvoir se distinguer entre eux lors de la chasse. Donc, cette norme existe depuis plusieurs années en tant que norme française. Et donc là, l'objectif, c'est maintenant de la porter au niveau européen et de la transformer en norme EN. Donc, à surveiller. Si vous êtes
sur le secteur. Voilà, donc j'ai fait ce petit tour d'horizon, ce grand tour d'horizon sur les vêtements, les gants de protection. Et donc, vous avez pu constater le spectre, le panel est assez large. Si vous souhaitez rester informé, sachez que voilà, le Bureau de normalisation des industries textiles et habillement vous permet de suivre justement l'élaboration de toutes ces normes, de participer et de suivre l'élaboration de toutes ces normes. Je vous ai mis l'adresse internet du BNITH. Plus d'informations, vous pouvez également vous connecter sur notre site internet. Et puis du coup, maintenant, je transfère la parole à Laurent. Merci Carole. Je vais peut-être, voilà, je vais vous inviter éventuellement à poser vos questions sur le chat ou si vous avez des questions. Vous avez été tous très très assidus, vous êtes bien nombreux et assidus, c'est parfait. Première question, pouvez-vous décrire les acronymes